Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis ici à Schaerbeek, dans une maison particulière qui vient d'être rénovée par l'architecte Maurizio Cohen. Je vais tout de suite aller le retrouver dans le jardin car je pense qu'il a quelques petites informations intéressantes à nous communiquer. On y va. Bonjour Maurizio. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Il y a du soleil. Oui, on a de la chance. Mais chaque fois qu'on se voit, il y a du soleil. Je pense que je vais venir te voir tous les jours. Ben, espérons que ça porte bien parce que... Si tu veux bien de moi. Hein. Donc alors on est ici à Schaerbeek, dans une maison... maison quoi? Une maison de ville? C'est une maison mitoyenne. Maison de maître? Oui, l'hôtel de maître, généralement, est un type de maison beaucoup plus important. Ici, disons, c'est une maison, ce qu'on appelle entre-mitoyenne. C'est ça, mais avec des hauts plafonds, moulures au plafond. Voilà, disons etc. qu'on est dans la classique typologie de la maison, comme on le retrouve dans les communes bruxelloises, mais comme on le retrouve un peu partout en Belgique. Et pourtant, dès qu'on rentre, ce n'est plus la maison habituelle qu'on a l'impression de voir. C'est un puits de lumière, c'est une maison moderne, et tout ça grâce à toi. Entre autres. Entre autres. C'est un travail que j'ai fait avec une collègue qui s'appelle Jomana Kanafer, qui est architecte comme moi, et c'est, disons, le typique travail des architectes qui travaillent en ville aujourd'hui en Belgique. C'est de transformer ces maisons de la fin du 19e, du début du 20e, en maisons adaptées à la vie contemporaine d'aujourd'hui. Donc on est, si on veut, ici dans le cas vraiment typique du travail qu'on rencontre dans notre carrière, tout au long de la carrière des architectes, je dirais, parce que c'est quasi un thème inépuisable. Quelques petites particularités, par exemple ici, un voisin avec un mur assez haut. Oui, c'est un petit immeuble appartement, mais qui n'est pas si petit que ça, vu il y a plusieurs étages, et donc, vu la taille de cette maison, ça a enlevé pas mal de lumière. Donc tu as dû travailler pas mal sur ce plan-là. On a dû travailler énormément sur la question de la lumière aussi, parce que, et là, c'est le côté plaisant du métier de l'architecte, le dialogue avec les clients était extrêmement nuancé. Les deux personnes, donc nos deux clients, nos couples, avaient deux approches à la lumière très différentes. Donc il fallait rencontrer les aspirations des deux, et cela se fait naturellement à partir du moment où les personnes qu'on a en face sont capables d'exprimer leurs souhaits. Le travail de l'architecte est intéressant parce que c'est un travail qui se fonde sur le dialogue et non pas sur l'abstraction formelle. On n'est pas à la recherche d'un geste qui soit plaisant ou complaisant. On ne se fait pas plaisir, on essaie de créer un lieu adéquat pour ces personnes qui ont besoin de transformer leur espace de vie. Et donc, on crée de la profondeur, tout simplement, en créant des appels de lumière extrêmement profonds, extrêmement intenses, et dès la porte le passage de la porte d'entrée, on voit jusqu'au fond. On a des profondeurs. C'est vrai qu'il y a vraiment tout un jeu de profondeur, que ce soit au rez-de-chaussée, que ce soit la continuité de la cuisine avec les meubles du jardin, que ce soit dans la salle de bain, on a une vue extraordinaire. Il y a toujours, en fait, je trouve, cette image de profondeur qui arrive dans la sérénité de ce très beau jardin. Oui, très beau jardin dans lequel nous, on a un peu découvert le dessin par un jardinier qui avait proposé un aménagement et que nous, on a validé assez enthousiaste en voyant la fraîcheur et la sérénité qu'il y avait aussi dans ses idées. Et aussi dans le fait que il faut serpenter dans le jardin pour arriver jusqu'au bout. Et ça nous semblait une manière assez juste de compléter l'espace de la maison. L'autre question qu'il y a dans ce genre d'intervention est qu'on a affaire avec un passé. Et le passé, c'est... Est-ce qu'il doit rester figé? Pour certaines choses, c'est intéressant qu'il reste figé. Ça veut dire,
je pense qu'il ne faut jamais muséifier les lieux, mais il faut savoir capter certains éléments qui font partie de l'histoire des personnes qui l'ont habité. Alors, par exemple, un plafond avec des moulures, si ces moulures sont en bon état, je pense que parfois ça peut être intéressant d'essayer de le garder, de le restaurer. La moulure était une manière d'affirmer vers les personnes qui habitaient, les personnes qui venaient en visite, que c'était l'espace qui accueillait les gens, donc où la moulure était plus importante. Mais aussi le fait que, par exemple, dans cette maison, on a découvert des vitrails Art Nouveau, qui est insoupçonnable, on ne savait pas d'où ils venaient, des éléments comme les poignées qui sont maintenant à l'entrée de la mezzanine, en fait, elles étaient là. On ne les a pas déplacées, ces deux poignées sont assez surprenantes. Ça nous a fait penser que dans le passé, cette maison a dû être habitée par quelqu'un qui avait besoin de s'accrocher, de se tenir. Et on trouvait que ce détail était tout à fait magnifique et extraordinaire. Donc on l'a isolé, mis en valeur, et il a gardé sa fonction de poignée à laquelle on s'accroche. Je reviens sur la question de la lumière parce qu'elle est importante. Il faut aussi ne pas oublier que il y a 100 ans, la perception de la lumière est très, très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Dans la maison privée, le fait déjà d'avoir de grandes baies vitrées était quelque chose d'assez exceptionnel. Si on pense que dans les années 50, avec l'avènement du néon, on a une révolution dans la perception de la lumière artificielle, c'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui le néon, on le considère une lumière quasi banale, en tout cas, on l'apprécie beaucoup moins parce qu'on a de nouvelles manières d'éclairer, mais aussi parce que notre exigence dans ce genre de thème a complètement changé. Bruxelles a vécu longtemps sur les comités de quartier. Il a vécu sur cet espoir que l'habitant qui se regroupe avec son voisin fasse bouger la ville. Ce qui était une forme de résistance très intéressante par rapport à une certaine période. Je crois que les changements qui ont eu lieu récemment sont dus aussi au fait qu'il n'y a plus seulement de regroupements d'habitants, des comités de quartier qui essaient d'intervenir, mais il y a eu aussi l'émergence de beaucoup de collectifs et indépendants, autonomes, qui ont pourtant un autre discours, qui n'est pas celui de la revendication, que ce n'est pas seulement celui de dire non, ne faites pas ça, mais c'était aussi celui de proposer d'autres choses, de solliciter le monde politique à lire la réalité d'une autre manière et de faire bouger les choses d'une autre façon. Je disais dans une conversation précédente en arrivant ici, que je trouve que quand on regarde en arrière les années précédentes, les 25 années précédentes de Bruxelles, et on regarde ce qui a été réalisé, il y a beaucoup d'erreurs. Je ne dirais pas que c'est des erreurs, parce qu'en architecture, les erreurs, c'est toujours très difficile. C'est très difficile à donner cette étiquette. Mais je pense surtout qu'on a peut-être manqué des occasions. C'est ça. Parce que on a construit des projets sans se donner le temps d'une bonne réflexion, sans se donner la qualité des bonnes questions. Un exemple sur tous, le quartier européen, sur lequel maintenant on se casse la tête pour voir comment résoudre ce qu'on a construit. Ce problème. Et je pense que c'est dommage parce que pour Bruxelles, ça devrait être l'élément porteur de son avenir et ça devient de plus en plus une citadelle refermée sur elle-même. C'est ça, voilà, Maurizio, moi j'ai encore une question à te poser. Quelle est ta vision de la ville? C'est difficile à répondre parce que je pourrais parler de ma vision de la ville de Bruxelles parce que j'y habite, la vision de la ville de Milan qui est ma ville d'origine. Et c'est deux situations extrêmement différentes. Pour moi, la ville est un lieu extraordinaire, c'est un lieu des possibles. Et donc, je crois que c'est un grand laboratoire. Dans ce laboratoire... dans lequel on n'a jamais fini de jouer. Voilà, donc ce qui est formidable, c'est penser que dans 100 ans, il y aura d'autres personnes qui seront en train de réévaluer ce que nous, on essaye péniblement de faire aujourd'hui. Mais la vie sera différente aussi. La vie sera tout à fait différente. Alors,
Moi, je pense que la ville aujourd'hui, les villes, disons, de ce qu'on appelle de taille moyenne, parce que Bruxelles, comme Milan, c'est des villes qui ont un peu plus de 1 million d'habitants. C'est une taille moyenne. Sont de taille moyenne avec un bassin autour de plusieurs personnes, avec beaucoup de gens qui viennent travailler en ville. C'est un lieu de passage, de foires, de lieux de conférences. Ici, c'est une grande ville d'administration. Milan, par exemple, c'est une grande ville pour toute une série d'activités industrielles, productives, etc. Leur transformation à l'avenir, c'est une transformation qui nécessitera en tout cas une vision globale. Ce sera inévitable de devoir faire face à cette vision globale et quelque part la force viendra justement du fait que ces habitants accepteront cette vision globale mais trouveront leur place là-dedans. Le risque, et ce que moi je vois à Bruxelles dans ces dernières années, c'est que beaucoup de couches de population soient exclues de cette transformation. Et quand on commence à exclure les couches de population, on vide la ville de ses habitants. Alors qu'il faut, je pense, essayer de garder ses habitants en ville, les garder dans des conditions les plus justes possibles et penser à tous, non seulement penser à certains, penser à tous, parce que la ville est faite de tous, n'est pas faite seulement de ceux qui peuvent voter, payer les impôts, travaillent avec un bon salaire. La ville est faite par aussi des immigrés, elle est faite aussi par les sans-papiers, elle est faite aussi par des gens de passage, elle est faite par les étudiants. Et tous ces gens doivent pouvoir continuer à participer dans de très bonnes conditions. Le plus on sait penser dans cette globalité, et c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'une agence d'urbanisme, sur la nécessité d'une réflexion globale et surtout dans la nécessité de ne pas faire de réflexion idéologique. Écoute, je pense que j'ai bien compris le message. Enfin, moi, je pense. Merci de le faire passer alors. Maurizio, je vais faire passer ton message. Je te remercie pour toutes ces explications. Longue vie à l'architecture. Espérons-le bien. Mais oui, ça va. Merci beaucoup. Merci.